Vous écoutez KDFM, la voix de Gérard Tacto. Vous écoutez KDFM, la voix de Gérard Tacto. Le cours magistral invité le professeur Khalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale du Sénégal. L'enseignant d'histoire retrace le chemin de la création de l'Université de Dakar, sa place dans les luttes syndicales, plus particulièrement le mouvement étudiant et son influence sur les modifications législatives qui ont fini par réduire les franchises universitaires à leur plus faible expression. Certains situent l'aube de ces réformes à mai 1968. Le professeur retrace toute l'histoire de l'Université de Dakar dans le cours magistral sur UKDFM 94.7. Professeur Khalidou Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ancien ministre de l'Éducation nationale. Et nous profitons donc de nos indépendances en Afrique pour parler également de la marche de l'université, particulièrement l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, que vous connaissez très bien. Une université donc dont l'histoire semble même précéder l'indépendance, et c'est un long chemin également que vous avez pu suivre dans vos recherches. Comment nous dresser un tableau historique de l'UCAD? Je voudrais vous remercier. Il faut dire que j'ai fait un texte publié dans la revue scientifique de la FACEF. C'était en 2000. Et c'était un texte intitulé sur l'impact des luttes syndicales sur la législation universitaire relative aux franchises universitaires, aux libertés académiques. Donc je vais peut-être centrer mon intervention sur ces réflexions, bien sûr, en mettant à jour et un certain nombre de questions. Mais retenons que déjà en 1919, dans le cadre de l'épidémie, à l'époque, il y avait une épidémie déclenchée au Sénégal. Et dans ce cadre, on avait créé, bien sûr, disons ce qui va devenir aujourd'hui l'école Dantec, l'hôpital Dantec. Aristide Blé Dantec, le premier directeur de cette école de santé créée au Sénégal en 1919. Et le centre de, comment on appelle ça, l'université de Dakar, l'université de Dakar qui va partir du centre de hautes études de Dakar, créé en 1950, c'est par un décret 50-414, le 6 avril 1950, va créer le centre de hautes études de Dakar. Et le centre de hautes études de Dakar va devenir l'université de Dakar à partir de 1957. Alors, donc, cette université a été créée le 24 février 1957. Et a été inaugurée le 9 décembre 1959. Et l'université de Dakar était la 18e université française lors de sa création. Disons, c'était une université ouest-africaine qui regroupait non seulement après l'indépendance le Sénégal, mais également d'autres pays. Je pense que, par exemple, peut-être que je peux vous donner quelques chiffres concernant l'université de Dakar en 1968. Il y avait 23 nationalités. Les 27% étaient des Français. En 1968, il y avait 3138 inscrits, 27% de Français, 32% de Sénégalais, 38% de nationalité africaine francophone et 3% seulement de ce qu'on poserait comme divers. Ça veut dire que l'université de Dakar, c'est une université ouest-africaine, multinationale. Nous pouvons noter également que même après l'indépendance du Sénégal, alors l'article 2 du premier accord de coopération signé le 15 août 1961 à Paris précise bien que l'université de Dakar et les établissements qui la composent ou en dépendent
sont des établissements publics de la République du Sénégal. Mais, bien sûr, si elle a été totalement française jusqu'à 1960, cette université va devenir un établissement calqué sur le modèle européen, même si elle est devenue sénégalaise. Par exemple, le premier accord de coopération indique en son article 3, concernant l'université de Dakar, que les grades et les diplômes délivrés par l'université de Dakar, conformément à la réglementation française, ont au Sénégal, comme en France, la valeur de grades et diplômes d'État. Et l'article 7 précise que le recteur de l'université de Dakar est désigné d'un commun accord par les parties contractantes, c'est-à-dire la France et le Sénégal. Ce recteur est nommé parallèlement par un décret du président de la République française et par un décret du président de la République du Sénégal publié à la même date. Les dispositions statutaires régissant les personnels des universités françaises sont applicables au personnel de même catégorie en service à l'université de Dakar. Les franchises universitaires et les libertés académiques françaises sont également garanties à l'université de Dakar. Donc vous voyez, c'est l'article 8 de l'accord de coopération du 5 août 1961 sur l'enseignement supérieur entre le Sénégal et la France qui le précise. Le deuxième accord de coopération entre le Sénégal et la France date du 15 juillet 1964. Cet accord maintient pour l'essentiel le statu quo concernant les franchises. Le recteur est toujours désigné dans commun accord par les parties contractantes. Il est nommé, cette fois-ci par un seul décret, du président du Sénégal. Sur la question de l'espace académique, les franchises universitaires et libertés académiques traditionnelles demeurent. Cette formulation est laissée comme telle, d'ailleurs, jusqu'à l'accord de coopération de même type signé le 29 mars 1974. Le texte législatif, un texte vraiment législatif concernant le Sénégal sans la France sur l'enseignement supérieur, c'est la loi 6745 du 13 juillet 1967 relative à l'université de Dakar. C'est la première loi concernant l'université de Dakar. Son article 3 précise que l'université de Dakar bénéficie des franchises et libertés universitaires traditionnelles. D'une manière générale, on peut dire que l'université, l'autonomie de l'université de Dakar est respectée dans son statut, sa gestion administrative et aussi de son personnel. Jusqu'en 1966, le gouvernement du Sénégal s'est toujours gardé de violer l'espace universitaire proprement dit. Tous les recteurs sont des Français. Et ces recteurs sont Jean Capel, de 1954 à 1957, il y a un amphithéâtre là qui porte le nom de Jean Capel. Lucien Paille, 1957-1960, Claude Franck, 1960-1964, Pierre Le Lièvre, 1960-1967. Durant la présence de tous ces recteurs, on peut dire que les forces de sécurité n'ont jamais pénétré à l'intérieur de l'université de Dakar. Et pourtant, il y avait beaucoup de raisons. Parce que l'orientation anti-impérialiste, anti-néocolonialiste du mouvement étudiant, à l'époque, il ne facilitait pas cette option. Parce que les étudiants étaient fortement opposés au pouvoir avec des revendications de gauche, etc. Et l'université de Dakar est devenue vraiment le bras armé de toutes les oppositions. Et principalement à l'époque, le PAI et d'autres partis politiques. Alors, je pense qu'en 1961, il y a eu un mouvement très, très violent au niveau de l'université de Dakar avec l'UCAO, mais il y a eu des grèves, des expulsés, mais il n'y a pas eu de pénétration des forces de l'ordre. C'était la même chose d'ailleurs en 1963 lors des élections violentes au niveau du Sénégal. Donc vous voyez que les franchises universitaires ont été toujours respectées au moins jusqu'à cette période avec la crise de la dissolution du pays, la répression de Mamadou Dia en 62, les élections législatives violentes, tout cela n'a pas quand même permis la pénétration des étudiants dans des forces de l'ordre dans
dans l'enceinte de l'UIC de Dakar. Mais les choses vont évoluer, surtout à partir de 1966. Les choses vont évoluer à partir de 1966 et on va aller vers, bien sûr, 1968. Et si on prend le cas de la durée, des événements de 1968, il faut retenir que ces événements de 1968, qu'on appelle la durée de 1968, elle est partie essentiellement, c'est-à-dire à partir des étudiants. Le processus a commencé en 1966, déjà, hein, avec des manifestations, le fait un coup d'État au Ghana. Maintenant, mais ce qui a été réellement à l'origine de cette grève, c'est qu'en 1967, alors, la commission des allocations des bourses s'est réunie et les étudiants ont été minorisés. Et l'État a décidé de fractionner les bourses, les fractionnements de bourses. Parce qu'à l'époque, tous les étudiants avaient des bourses pleines. Et on a décidé le fractionnement des bourses. L'UDES, l'Union démocratique des étudiants du Sénégal, à l'époque, a décidé de s'opposer à cela. Et ça a provoqué plusieurs plans d'action à partir du 18 mars. Et dès le recteur le professeur Tube a fait un texte sur mai 68 de Moukabla Bakili et d'autres. Marguerite et Françoise Blum. Il y a beaucoup de travaux sur cette question. Mais tout fait partie bien sûr des étudiants. Ensuite, c'était une grève générale le 27 mai. Et ensuite, ça s'est étendu au niveau des lycées de Dakar, Kennedy, Vanvo, Blediani, lycée de la Fosse. Le 9 mai, dont l'université est occupée par les forces de l'ordre. Il y a eu un mois et 109 blessés. Il y a eu un processus de solidarité au niveau national avec les enseignants, le CIEL, avec l'UNTF, qui a déclenché la grève générale au niveau du Sénégal. Voilà comment mai 68 est venu à partir justement des étudiants. Notons d'ailleurs qu'Amadou Mokhtarou, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, a dit que les forces de l'ordre ont pénétré dans l'espace universitaire dans des conditions, lui, qu'il ne comprenait pas. Alors, il dit que c'est à part du ministère de l'Intérieur, il a été convoqué au ministère de l'Intérieur. Et on lui a dit que le recteur, Paul Tessier, c'est le dernier recteur français de 1967-1969, ne peut plus répondre à la sécurité de l'université. Et il dit lui-même, notamment, c'est une défaite de l'agent français de presse qui l'informe qu'à la demande des autorités universitaires, les forces de l'ordre ont pénétré à l'université en confrontation violente avec les étudiants. Et c'est dans ces conditions qu'il y a eu un mort et 109 blessés. Alors, et bien sûr, ces événements ont donné l'occasion au gouvernement du Sénégal de modifier profondément les textes au niveau de l'université de Dakar. Et le décret 68-870, 24 juillet 1968, relatif aux associations d'étudiants de l'enseignement supérieur, autorise 3 types de regroupements seulement. C'est possible à l'université de Dakar de créer des associations corporatives au niveau de chaque faculté ou de chaque école, ce qu'on appelle amicale. On peut créer également l'Union générale des étudiants de l'université de Dakar, c'est possible, mais avec des conditions qui seront peut-être impossibles. Et il y aura également, on peut créer des associations à caractère confessionnel, sportif, culturel et éducatif. Alors ces amicales, donc, sont régies par l'article 4 qui stipule qu'elles ont pour objectif exclusif la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants auprès de la faculté ou de l'école, éventuellement, santé sociale, etc. Mais ces amicales ne peuvent pas avoir de revendications pédagogiques. Ce texte limite le champ d'action des amicales et le intérêt également de prendre en charge la vie des étudiants dans le site universitaire. La question des bourses, le temps de transport, et l'allocation, tout ça, là, les étudiants peuvent revendiquer sur ça, mais ils ne peuvent pas. C'est des questions sociales au niveau de la cité universitaire, il ne faut pas intervenir. De même que l'Union générale des étudiants de Dakar, son UGET, qui est visé par l'article 6, alors, ne peut être constitué que sous forme de fédération, d'association.
Hein. Et ces associations doivent être d'abord reconnues avant de pouvoir s'associer. Or, les associations d'étudiants n'ont jamais été reconnues dans le cadre de l'article 812 du Code de l'éducation civile et commerciale. C'est pas possible. Ce qui est des formations universitaires également, il y a une réforme profonde. Parce que la loi 69-33 du 19 juin 1969 relative à l'Université de Dakar modifie l'article 3 de la loi 37-45 du 13 juillet 1967 qui stipule que l'Université de Dakar bénéficie des franchises et libertés universitaires traditionnelles. La nouvelle rédaction du texte ignore complètement l'esprit et la philosophie des franchises universitaires et va faire de l'Université de Dakar un terrain permanent de confrontation entre les étudiants et les forces de sécurité. En effet, l'article 3 nouveau précise que les libertés indispensables à l'objectivité de l'enseignement et de la recherche sont garanties aux membres du personnel des enseignements, aux chercheurs et aux étudiants dans l'ensemble des facultés, instituts et autres établissements d'enseignement. Que cela signifie quoi? Cela signifie que les cycles universitaires, les résidents universitaires sont exclus du champ d'application des franchises universitaires. Donc les franchises universitaires ne concernent plus que les facultés, mais ces franchises ne concernent plus les sites universitaires. Donc ça veut dire que les forces de l'autre peuvent pénétrer dans les sites universitaires. Alors, comme tout en réaffirmant les libertés d'association et d'expression accordées aux membres de la communauté universitaire, le nouveau texte restreint ce droit en précisant que l'exercice de ces libertés doit toujours s'inspirer des principes d'objectivité et de tolérance. D'ailleurs, une circulaire du ministère de l'Intérieur et des Affaires nationales du 25 septembre 1969, interprétant ce nouveau texte, dit clairement que les forces de l'ordre peuvent intervenir au niveau de l'Université de Dakar. Ça fait possible de droit qu'il y a des violences. Alors, la crise universitaire de 1971, avec la dissolution de l'UDES, l'Union démocratique des étudiants du Sénégal et l'Union des étudiants de Dakar. Il y avait deux associations d'étudiants à Dakar. Il y avait l'UED, qui regroupait les étudiants des autres pays, plus le Sénégal, tandis qu'il y avait l'UDES qui ne regroupait que des étudiants du Sénégal. Alors donc, vous voyez, ces deux associations vont être dissoutes. C'est le décret 71-209 du 28 février 1971 portant dissolution de l'UDES. Et le décret numéro 111-210 du 28 février portant dissolution de l'UED. Et c'est dans le journal officiel du 17 avril 1971 à la page 39. Donc cette crise universitaire montre bien que les choses vont évoluer difficilement au niveau de l'Université de Dakar. Et d'ailleurs, au lendemain de cette dissolution, voilà, la loi 111-32 du 15 mars 1971 va modifier l'article 4 de la loi 37-45 du 13 juillet 1907 pour permettre donc la possibilité d'une administration exceptionnelle de l'université par simple décret. Et le lendemain 16 mars 1971, le décret 111-299 supprime l'assemblée de l'université, qui est remplacé par un conseil provisoire de l'université et exclut les enseignants et les étudiants de toutes les instances délibérantes de l'Université de Dakar. Le décret 111-300, qui le même jour, fixe la date d'entrée en vigueur du régime provisoire de l'Université de Dakar à la date de signature. Seydou Madanissi, qui avait été battu par Sulemania au niveau des élections, a été pourtant confirmé par le gouvernement du Sénégal comme premier recteur sénégalais de l'Université de Dakar. Donc nous pouvons dire que, à partir de 111, l'Université de Dakar, ça veut dire 81, va être dans ce qu'on appelle un statut provisoire. Le statut provisoire. C'est-à-dire on a suspendu tous les organes de délibération démocratique où il y avait des enseignants et des étudiants. Donc, à partir de cette date jusqu'à 1980, l'Université de Dakar est sous un régime d'exception. Donc, ça veut dire quoi? Que le décret 111-993 du 6 septembre 1971, le décret 111-1202 de novembre également 1971, et le décret 113-273 du 28 mars 1971, relatif aux gardes universitaires, aux modalités d'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants et à la dissolution du syndicat des enseignants. C'est-à-dire, en 113 encore, le syndicat des enseignants, le sexe, qui regroupait des enseignants
de l'élémentaire, de moyen secondaire et à tous les niveaux va être également supprimé. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs, vous voyez, que le gouvernement va créer des écoles de formation un peu militaire et intellectuelle. Par exemple, l'école polytechnique de Thiès a été créée dans ce contexte. C'est une école militaire. L'école de santé militaire, donc, ESSES, s'inscrit également dans ce domaine que l'école de médecine avec son statut militaire. Tout ça, toutes ces écoles avec le statut militaire ont été créées dans ce contexte-là. Donc, avec le statut provisoire, toutes les franchises, alors, liberté universitaire sont suspendues. Mais malgré cela, quand même, les enseignants vont essayer de s'organiser. Et par exemple, à l'époque, c'était à travers le Sud-Est, parce que le SAES n'existait pas encore. Il va exister plus tard. Parce qu'à l'époque, il était impossible aux assistants, avec le mandat à l'université, d'avoir des syndicats. Il faut attendre au milieu des années 80 pour voir le SAES être créé et de section du Sud-Est du supérieur. Au niveau des étudiants aussi, comme il n'existait plus de structures d'étudiantes, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dans un premier temps essayer d'avoir des structures clandestines. D'abord, l'Association nationale des étudiants du Sénégal, s'appelait HS, l'Union des étudiants du Sénégal, UES, et ou bien des amicales par discipline, par établissement. Mais tout cela, ça n'a pas du tout marché. On a créé ce qu'on appelle d'abord le comité d'initiative pour la reconstruction du mouvement étudiant du Sénégal, c'est le SURMES, et également des regroupements d'action pour la reconstruction du mouvement des étudiants du Sénégal, GARMES, et l'Union patriotique, l'Union nationale patriotique des étudiants du Sénégal, l'UNAPES, qui a été créé le 23 mars 1979. Je pense de Bakili, de Madiouf, beaucoup travaillé sur cette question. De bien, également, Marc Mbadjo a beaucoup travaillé sur cette période. Alors, cette union nationale des étudiants, sera de l'UNAPES, de d'orientation maoïste, très influencée par Amiliev à l'époque. Amiliev, c'est le mouvement révolutionnaire sur la démocratie nouvelle. D'autres partis de gauche également vont investir également le mouvement étudiant avec la création le 16 mars 1980 de l'UNDES, l'Union nationale démocratique des étudiants du Sénégal, qui est très proche du pays Sénégal. Du pays Sénégal, tendance à Madame Seko, c'est le Seko. Mais également la naissance, le 4 juin 1980, de l'Union démocratique des étudiants de Dakar, UDES, qui est apparenté à la Ligue démocratique, parti pour le mois de travail, du professeur Abdoulaye Bassili, de nous que les étudiants du pays avec Thomas Malboudjou. Après les grèves de 1977 à l'université, les rivalités et concurrences entre groupes répondant plus à des chapelles politiques qu'aux préoccupations réelles des étudiants mènent le mouvement étudiant dans une impasse. Même si aucune de ces organisations n'est reconnue officiellement, il n'en demeure pas moins qu'elles ont continué à fonctionner avec leur activité traditionnelle. Il y avait des assemblées nationales, des tracts, il y avait des publications, il y avait des bulletins. Certains avaient mis des bulletins. Par exemple, Tabou Yangandi, la voix de l'étudiant, ensuite le Kaficha, l'expression de l'UNDES, ou la voix de l'UDES, etc. Ils avaient également des bulletins. Voilà, ils avaient des bulletins également. Outre les revendications pédagogiques, le examen partiel à la note éliminatoire, les conditions, les doléances d'ordre social, la question de la statut provisoire, tout cela se retrouve dans les plateformes. Et c'est dans ce contexte, à la fin des années 80, que le ministre de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, a créé une commission ad hoc chargée d'étudier les revendications des étudiants par arrêté 369 du 9 mai 1980. Suivant les conclusions de cette commission et les recommandations des États généraux de l'éducation, qui s'étaient réunis en janvier 1981, sous l'impulsion du Sud-Est, avec le ministre de l'Éducation Kader Fall, le BUC les avait convoqués en 1981
avec tout ce contexte, les conclusions des États généraux, les conclusions de cette commission, le décret 82-369 du 17 juin 1982 va mettre fin au statut provisoire au niveau de l'UEC de Dakar. Donc le statut provisoire est terminé au niveau de l'UEC de Dakar. Maintenant l'UEC de Dakar doit partir sur de nouvelles bases. Et bien sûr, avant ça déjà, avant 82, il y avait déjà la loi 1981-59 du 9 novembre 1981 sur le personnel enseignant de l'UEC de Dakar. Donc cette nouvelle situation, bien sûr, va relancer les discussions sur les textes déjà très contestés sur les frontières universitaires. Ce texte pris en 1968, entre 1970 et 1971. Et le décret 82-367 du 17 juin 1982 relatif aux associations au regroupement étudiant, alors, au niveau d'un même État, qui limite considérablement également ces frontières universitaires. Il transfère pratiquement tous les pouvoirs aux organisations corporatives d'affaires, aux amicales. Les unions nationales sont appelées à renoncer, par exemple, à toute revendication pédagogique aux questions spécifiques aux facultés. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, les facultés s'occupent de pédagogie, tandis que les autres ne peuvent s'occuper que de revendications générales. L'article 2 précise d'ailleurs que les unions de l'université de Dakar, les unions d'une association nationale ne peuvent avoir lieu dans les locaux de l'université, de l'établissement intérieur, avec l'autorisation express des autorités universitaires. Et qui, malgré cela, bien sûr, ces unions ont continué à organiser leur association. Alors que c'est une passée entre la levée du statut provisoire de l'université de Dakar jusqu'à 1994. 1984, vous vous rappelez, c'est l'année invalide, c'est l'année également où on avait interdit et suspendu tous les mouvements, tout le mouvement étudiant au niveau de Dakar. Il faudra attendre 1987 pour que tout cela soit relancé. Mais dans cette période, le mouvement étudiant va être très fort. Pratiquement, ils vont permettre, parce qu'ils sont devenus tellement forts, qu'ils vont permettre l'ingérence de l'État dans les décisions pédagogiques au niveau des universités, de l'université de Dakar. Le cas le plus flagrant, c'est le connu, les accords de 1984 entre le ministre d'État Jean Collin et le comité de lutte des étudiants. Et il y avait d'importantes modifications qui ont eu lieu au niveau pédagogique, sans qu'il y ait l'accord préalable des enseignants ni des structures compétentes au niveau de l'université. Même le ministre de l'enseignement supérieur s'était exprimé 24 heures avant sur ces questions il a été désavoué. À cette question ont été prises avec des négociations directes entre le comité de lutte et Jean Collin, sans que l'université ne soit au courant. Première décision, suppression de la note éliminatoire dans les facultés des sciences juridiques et économiques et à la faculté de lettres et sciences humaines. Avant, toute notre ingénierie, on a supprimé cette note. Nous, on l'a conservé au niveau de la faculté de médecine. Deuxième mesure prise dans cette décision entre Jean Collin et les étudiants, sans que l'université ne soit au courant. Réduction de 12 à 10 la note à conserver pour la session d'octobre. Avant, pour ne pas refaire la session d'octobre, l'étudiant devait avoir 12. C'est avec ces accords avec Jean Collin que l'étudiant qui a 10 ne va plus refaire la session d'octobre. Ensuite, surtout, et là c'est plus grave, introduction de la notion de triplement ou de cartouchage dans le premier cycle. C'est-à-dire que l'étudiant peut redoubler indéfiniment, ce qu'on appelle le redoublement illimité. Et des étudiants peuvent rester pendant 10 ans à l'université en redoublant. Et tout ça, c'est avec ces accords avec Jean Collin, sans que l'université ne soit au courant. Donc la pression des étudiants peut parfois obliger les autorités universitaires à accepter des dispositions qui ne sont même pas codifiées. Nulle part, d'ailleurs, comme par exemple la semaine de révision pour les examens partiels et la pratique des candidatures libres. Ça ne dit nulle part. Et ça a été très toléré parce que les étudiants étaient là, c'était une grande force. Ce rapport de force en faveur des mouvements étudiants s'est renforcé à partir de janvier 1987 avec la création de la coordination des étudiants de Dakar, la CED, lors de la grève qui avait provoqué l'intervention violente
de la police dans le conflit social le 22 janvier 1987, qu'on appelait le jeudi noir, fracassé, renversé, livré et différents documents déchirés, et nombreux étudiants grièvement blessés, tels que les images sombres de ce jeudi noir. Ibrahim d'ailleurs, avec le ministre de l'Éducation nationale, avait dégagé toute responsabilité, avait pointé du doigt à des hommes sur le puissant ministre d'État à l'époque, bien sûr, Jean Collin. Alors, donc tout ça, d'ailleurs, c'est à l'occasion que la rue menant au campus baptisé par les étudiants couloir de la mort, la dénomination couloir de la mort est venue ce jeudi noir-là. Parce que les forces de l'ordre ont pris en étau et les étudiants avec des bombes lacrymogènes, offensives, des matraques et tout de crosse dans cette ruelle-là, qu'ils ont baptisé, couloir de la mort, et le nom jusqu'à présent, voilà. Dans ce dialogue, le contexte préélectoral du début de l'année 1988, vous savez, l'année 1988, c'est l'année marquée par l'éruption du mouvement SEPI dans l'arène politique, particulièrement intéressé la jeunesse, les élèves, les étudiants. Alors, les contestations de résultats électoraux par les partis d'opposition pour être en train de mettre à Blavarde dans un coin de crise scolaire et universitaire, et tout cela a perturbé les choses. Les syndicats également d'enseignants sont inclus de l'homme. Donc, pour cet entre-temps, considérant que les préoccupations des universitaires ne sont pas prises en compte suffisamment par le Sud-Est, qui a traversé les crises en 1981 et qui a connu une scission, alors des universitaires alliés à des amicales, des facultés et des associations scientifiques de branche ont créé en mars 1985 le SAEF, le syndicat autonome des enseignants supérieurs. Cette nouvelle organisation, avec l'ambition de rattraper le temps perdu, a mis les bouchées doubles pour la revalorisation de la fonction enseignante dans le supérieur, et surtout pour l'autonomie de l'université. D'ailleurs, parallèlement, pour ne pas faire un peu le secteur, le Sud-Est a décidé de créer en France également une section de l'enseignement supérieur, alors que ça n'existait pas. Et à un moment donné, d'ailleurs, il y a eu un rapprochement entre le Sud-Est et le SAEF en octobre 1988 qui avait permis l'élaboration d'une plateforme commune concernant l'enseignement supérieur. Ils ont déposé un préavis commun en janvier 1989, qui ont ouvert une série de négociations de février à avril 1989. Les engagements ont été pris par l'État, ils ont négocié, et le président de la République a reçu en audience le 18 avril les syndicats, et Abdou Diouf avait accordé aux syndicats les mesures suivantes: l'augmentation du budget de l'enseignement supérieur, la construction et l'équipement de nouveaux locaux, l'extension de la bibliothèque universitaire, l'ouverture de l'université de Saint-Louis. Alors, l'affectation de nouveaux locaux à l'université de Dakar. Par exemple, c'est le plan Jérémy, le BRGM, c'est dans le cadre de ça. L'augmentation de la prime de recherche de 55 000 à 75 000 francs. Le SAEF n'était pas du tout satisfait. Et le SAEF a poursuivi la grève. Et lorsque le SAEF a poursuivi la grève jusqu'au mois de mai, on a coupé des salaires, ils ont mis un procès. Et finalement, avec le SAEF a pu obtenir l'indemnité spéciale de recherche-formation, représentant 35% de salaire indiciaire pour les enseignants du supérieur. Ça, c'est un accord important. Mais d'ailleurs, cela prépare aussi le conflit avec le Sud-Est, parce que le Sud-Est, ayant levé son mot d'ordre, a publié une déclaration, et cette déclaration disait que le Sud-Est est contre l'année blanche, et le CF a considéré que cette déclaration est un couteau sur le dos de ce mécanisme en lutte, ce qui a considérablement affaibli par la suite le Sud-Est à l'Université de Dakar et refroidi pour une longue période les relations entre le Sud-Est et le SAEF. Alors, c'est dans un tel contexte aussi que les autorités ont accepté d'examiner la revendication formulée par la coordination des étudiants de Dakar, ainsi que les enseignants, sur des questions relatives aux franchises universitaires.
Il faut rappeler que c'est durant cette période et que le président Macky Sall, avec le groupe qui l'entoure, beaucoup de ses amis qui l'entourent actuellement, bon, était au centre de la CED, quoi, était au centre de ces luttes-là. Alors, l'avant-projet de cette loi avait été présenté par le SAES. Et je pense que Moussa Samb a fait un texte très intéressant sur ça. Et après, ensuite, il y aura ce qu'on appelle, disons, la conférence, la concertation nationale sur l'enseignement supérieur, qui a regroupé tous les partenaires de l'université à partir de septembre 1990. Les participants ont adopté par consensus 23 mesures qui ont été amendées par le Conseil interministériel de 9 septembre 1993. Ces accords ont constitué la base de la loi 414-115 du 24 novembre 1994 relative à l'Université de Dakar. 94-119 du 24 novembre 1994 sur les franchises universitaires. Surtout alors, donc voir c'est dans un petit brochure entre les textes UCAD de 1995. Ce nouveau texte exclut de nouveau du champ des franchises universitaires les cités et les résidences. La loi 94-119 précise que les forces de l'ordre ne peuvent intervenir dans l'université qu'à la demande du recteur qui doit au préalable recueillir l'avis de l'université, de l'assemblée de l'université. Mais en cas d'urgence, son représentant peut demander la pénétration des forces de sécurité dans le campus sous réserve d'en informer après l'assemblée de l'université. Je cite l'article 6, l'article 10. Lorsque la vie ou la liberté individuelle des personnes plutôt présentes dans l'université ou lorsque la sécurité des biens mis à la disposition de l'université sont en danger d'une manière grave et immédiate, le recteur doit demander l'intervention des forces de l'ordre. Et en cas d'inaction du recteur, je souligne, ou d'empêchement de celui-ci, l'intervention des forces de l'ordre est le droit. Je répète, l'intervention des forces de l'ordre est le droit. Elle doit cesser dès que les menaces ayant justifié l'intervention ont disparu. Voilà, fin de citation de l'article 6. Alors, cette disposition permettant l'intervention de droit des forces de l'ordre en cas d'inaction a considérablement réduit les garanties accordées au domaine d'application déjà restreint des santé universitaires. Mais à partir de quel moment on peut mesurer la gravité pour que les forces de l'ordre interviennent? Pourtant, considérer une action directive en personne de tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Une assemblée générale non autorisée? Des jets de cœur des étudiants? Des piquets de grève organisés par les enseignants en grève? La mise en sac du rectorat? Par exemple, comme en 1994, la réponse à toutes ces questions est déjà connue. Dans la mesure où, à l'époque, pendant longtemps, les forces de l'ordre étaient en permanence dans l'université de Dakar à partir de mars 1994. Jusqu'après 2002. La force de police administrative, dont la création avait été autorisée par l'Assemblée de l'université depuis 1996 pour assurer la sécurité dans l'espace universitaire, n'a toujours pas vu le jour comme c'était écrit dans ce texte-là. Alors, donc les étudiants frappés de stupeur avec ces textes par la distribution de la CED en 1994, les conséquences de l'année invalide et de la réforme universitaire de 1994 sont restés pratiquement en léthargie pendant 2 ans. C'était pendant cette période d'ailleurs que ça avait été de courte, où ne pouvaient manger au resto et que des étudiants boursiers. Tous les autres étaient exclus. C'est le temps où on voyait les étudiants avec des pains secs, avec des gâteaux à plat dans le campus. Ça a été très dur. Donc, durant cette période-là, pendant 2 ans, alors, le mouvement étudiant était complètement mort au niveau de l'Université de Dakar. Il a fallu attendre mars 1997 avec la mise sur pied du comité de gestion de crise, le CGC. Et c'était obligé d'aller parler d'Aziz Diop, qui est actuellement député du PDS, il faisait un des dirigeants des Tourés et autres là. Depuis lors, depuis 1992, le cycle des violences s'est encore réinstallé, aussi bien dans l'espace universitaire de Dakar que dans l'espace universitaire de l'Université de Saint-Louis. Alors, le syndicat de l'enseignement
que ce soit le Sud-Est ou le CRS, la FEDER, avaient rejeté ce texte-là de 1993 et ont demandé bien sûr que tout cela soit revu. Mais le protocole d'accord du 3 juin 1995 et 2 avril 1995 indique clairement un désaccord net entre le gouvernement et le syndicat de l'enseignement sur cette question. Donc l'intransigeance des autorités publiques sur cette question peut s'expliquer également par le développement d'une culture de violence chez les étudiants à l'époque. Alors, qui conduit à saccager les bureaux, à prendre en otage le traitement administratif des universités, à menacer physiquement des enseignants et des chefs de service. Parfois des bagarres éclatent entre groupes d'étudiants, utilisant de part et d'autre des armes blanches, des gaz asfixiants. Un tel phénomène, présent dans les lycées et collèges également, à cette période depuis, s'est répandu au niveau du lycée. C'est parce que ce sont ces élèves qui deviennent. Et l'utilisation systématique de l'arme de la répression par les forces face aux manifestations, même pacifiques des étudiants, également a provoqué des réactions d'autodéfense au niveau des étudiants qui utilisent le même méthode. Donc les forces de sécurité aussi, il y avait des jeunes, parfois, c'était des étudiants qui avaient affiché qui sont allés et qui vont être dans ces forces de l'ordre et qui veulent massacrer leurs amis. Donc ces réactions, bien sûr, sont également favorisées par l'environnement, avec l'environnement audiovisuel, les films, les cassettes vidéo, et bien également les luttes politiques violentes au niveau de notre pays à l'époque, surtout dans le parti pouvoir. Et il faut ajouter à cela également alors les conséquences de manifestations violentes et à Dakar et dans plusieurs localités lors du conflit sénégalais Mauritanie, on a vu des gens égorgés, des morts égorgés de personnes. Donc on peut dire que ce contexte de violence-là a fait que c'était très difficile d'être d'accord sur le régime des franchises universitaires. Donc nous pouvons retenir, pour un peu résumer les choses, que le régime des franchises universitaires vise sous l'angle de liberté d'association et d'action. Alors, les deux plus grandes composantes de l'espace universitaire, à savoir les enseignants et les étudiants, ont marqué durablement l'université de Dakar. Jusqu'en 1966, le respect des franchises et libertés universitaires traditionnelles, régissant le campus pédagogique et social, a empêché toute intervention policière violente à l'université. Sous tutelle française, malgré la multitude de forces hostiles au pouvoir dans cet espace, l'unité d'action étudiantes, enseignants, travailleurs, forces politiques d'opposition, en mai 1938 de son œuvre, a poussé le gouvernement à tirer la leçon en cherchant à tirer dans l'œuf toute tentative de déstabilisation organisée à partir de l'université. Les modifications législatives et réglementaires intervenues en 1968-69 tendant à réduire le domaine d'application des franchises universitaires et limiter les prérogatives des unions nationales d'étudiants, disons que l'institution du statut provisoire de l'université de Dakar de 1969 à 1980, tout cela s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'affaiblissement et d'isolement des organisations syndicales dans le plan supérieur et des étudiants. La massification des effectifs, la dégradation des conditions de travail accentuées par le système de regroupement indéfini ou cartouchage ont plongé l'université Cheikh Anta Diop dans l'anarchie et l'instabilité et avec la culture de violence pendant plusieurs années. Ce phénomène est favorisé également par la politique de répression systématique et parfois sauvage, érigée en règle depuis le fameux jeudi noir du 22 janvier 1987 à la cité universitaire. C'est dans ce contexte de cycle infernal de violence, depuis les élections de 1988, avec l'année blanche,